Bonjour. 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 Bonjour à tous, on va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va de votre côté la connexion à la Banque des Territoires? Ça a l'air d'être good. Bonjour. Bonjour. Allez, en chœur. 1, 2, 3. Bonjour. Il la voir. Attends, j'avais coupé mon micro. J'ai refait. Ah. Bah, il n'est pas plus loin le micro. Vous nous entendez? Ouais. Bon, bah, vous avez l'entièreté des coordinateurs et des coordinatrices de Pays de la Loire. Génial. Oula. Trop bien. Le PowerPoint fonctionne. Il manque plus que votre son, Alexis, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si c'est normal. Je pense que là, vous nous entendez? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon? Je peux démarrer? Yes. Allez, go. Bonjour à tous, Sacha Desmarais, je suis en charge de l'équipe qui déploie le dispositif conseiller numérique et la formation des conseillers numériques à la Banque des Territoires, et je suis avec Dieudonné Bondy et Alexis Mortreux, que vous avez probablement déjà croisés, qui s'occupent de la formation. On voulait faire un point de rentrée avec vous aujourd'hui sur la formation des conseillers numériques et notamment la formation continue, avec les modules thématiques qui ont été lancés il y a 1 an et pour lesquels vous avez été sollicités cet été pour faire un point d'étape et voir comment est-ce qu'on pouvait continuer d'améliorer ce dispositif. Donc, on avait initialement convié tous les coordinateurs, les hubs, les organismes de formation, et on s'est dit que c'était intéressant aussi de convier les référents dans les préfectures. J'espère que vous avez bien eu l'invitation et que vous êtes quelques-uns à nous écouter aujourd'hui. L'objectif, c'était que tout le monde ait bien le même niveau d'information et que vous sachiez quoi dire ensuite aux structures employeurs et puis aux conseils numériques, chacun sur vos territoires, et que ce soit le plus harmonisé possible à l'échelle nationale. On vous fera passer le support à la fin, on le mettra sur les bases et puis on vous l'enverra probablement. Je vais essayer d'être assez synthétique, mais n'hésitez pas derrière à nous recontacter ou à recontacter la MEDNUM qui est en charge du déploiement de la formation. J'ai vu aussi que Félix Rius, qui suit le sujet formation côté ANCT, était là aussi. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ensuite si vous avez des questions sur la formation.
Autre point avant que je démarre, et n'hésitez pas à nous interrompre là tout au long de la présentation en levant la main et puis vous donnerez la parole. Ouais, on peut vous répondre en direct sur le chat ou à l'oral, hein, on prendra les questions. Donc vous pouvez m'interrompre au fil des slides et puis on prévoira aussi un temps à la fin, mais n'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation. Je pense que ce sera, si vous posez une question, vous n'êtes probablement pas le seul à vous la poser. Donc sentez-vous libre de les poser soit dans le chat, soit en levant la main. Côté Mélusine, Ménum, vous vouliez vous représenter rapidement avant que je commence? Oui, très rapidement. Donc, bonjour, Mélusine Blondel de la MENUM, donc co-directrice générale sur la direction des opérations. Et donc, avec nos collègues de la MENUM, on pilote la formation continue des conseillers numériques, donc les modules courts. Et Félix? Tu es là. Oui, bonjour. Oui, Félix Rius de la NCT, comme ça vient de vous le dire. Donc, moi, je m'occupe du suivi de la formation des conseillers numériques et des aidants numériques en général. Voilà, donc merci à la BDT d'avoir impulsé ce rétex là qui a eu lieu cet été, qui a été assez instructif pour qu'on puisse un peu donner des coups de sonde de ce qui fonctionne ou pas. Là, l'enjeu du coup, c'est de reconsulter un peu une dernière fois en vous proposant ce qui a été analysé par la BDT et par nous. Donc voilà. Oui, oui. Je voulais, juste avant qu'on reparle de la formation continue, qui est ce pourquoi vous avez été sollicité cet été, on voulait juste refaire un point très rapide sur l'organisation globale de la formation des conseillers numériques et notamment sur la formation initiale qui a fait l'objet d'une révision cet été aussi. Donc, vous avez tous en tête, et je le redis aussi pour les préfectures, donc la formation initiale, l'équivalent de l'ancien premier bloc du titre de responsable d'espace de médiation numérique, qui est devenu le titre médiateur numérique, continue d'être dispensé aux conseillers numériques. On a adapté les formations pour qu'elles soient adaptées au nouveau titre. Donc, toutes les nouvelles formations initiales qui sont proposées depuis la rentrée sont sous le format du nouveau titre. On a simplement réduit. On a limité à un seul parcours. Avant, vous aviez 3 parcours en fonction du niveau du conseiller numérique. Et là, comme on a moins de personnes à former, on a rassemblé tout le monde sur le même parcours pour pouvoir lancer plus fréquemment des sessions de formation. Donc, il y a cette nouveauté. On est sur un parcours unique de 175 heures, mais le conseiller numérique a quand même un entretien préalable. Alors, cette fois, c'est pas un test de positionnement, mais il a un entretien préalable avant de rentrer en formation. Et puis, la deuxième nouveauté, c'est que dans ce nouveau titre, les examens se font impérativement en présentiel. On n'a plus la possibilité de les faire passer en distanciel comme c'était le cas sur le précédent titre. Donc, tous ceux qui ont été formés sur le précédent titre peuvent passer leur examen en présentiel jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, à partir de 2026, ils devront le faire en présentiel aussi. Et pour ceux qui sont formés sur le nouveau titre, ils le sont impérativement en présentiel. Donc, on est en train de travailler avec les organismes de formation qui dispensent ce nouveau titre pour que ça se déroule au mieux pour les conseillers numériques qui notamment devront se déplacer pour passer l'examen. La session de formation est bien à distance, mais par contre, l'examen est en présentiel. Donc, on fera au mieux pour que les conseillers numériques puissent se rendre à cet examen et qu'ils puissent faire l'aller-retour dans la journée, que ce ne soit pas trop contraignant et qu'on ait suffisamment de centres d'examen partout en France. Je passe assez rapidement sur cette révision du titre, mais vous aurez 2 webinaires dédiés à cette révision de la formation initiale.
le 29 septembre à 14 heures pour l'Hexagone et le 7 octobre à 15 heures pour les départements d'outre-mer. Et vous aurez dans le support les liens d'inscription pour y assister si ça vous intéresse. Et au-delà de cette formation initiale, donc vous avez le catalogue de 17 modules thématiques sur lequel on va revenir juste après, où là, on est bien toujours sur des formats d'une journée ou de 2 jours. Et puis, vous aviez aussi depuis 1 an la possibilité de passer les blocs 2 et 3 du titre de responsable d'espace de médiation numérique. Cette possibilité-là s'arrête. On a rempli toutes les cohortes toutes les sessions qui étaient disponibles sont complètes. Et puis, de toute façon, le titre de responsable d'espace de médiation numérique n'existe plus. Donc, pour l'instant, le titre complet est suspendu. Voilà pour l'aperçu de la formation et donc juste en quelques mots la révision du titre. Mais l'usine... Ah, il y a une question. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Quand vous dites suspendu, s'il y a des sessions qui avaient déjà été, avec des dates d'examen qui avaient été programmées, on peut les tenir toujours? Oui, pardon. Évidemment, toutes les sessions qui sont déjà lancées se poursuivent et les examens sont bien prévus pour les personnes qui sont entrées en formation avant la révision du titre. C'est juste qu'on n'ouvre pas de nouvelles sessions. Ok, parfait, merci. Vas-y, Mélusine. Merci beaucoup Sacha pour ces rappels. Donc effectivement, l'objet de ce webinaire, c'est plutôt de se concentrer sur la formation continue. Donc ce qu'on appelle la formation continue, c'est ces fameux modules courts qui interviennent donc soit après la formation initiale, la première année de prise de poste avec la possibilité de suivre 2 modules, soit chaque année suivante, 1 module par an. Donc aujourd'hui, il y a un catalogue de 17 modules thématiques. dont vous avez toute la liste ici présente. Donc, il y a des modules qui sont plutôt par thème d'accompagnement, comme approfondir la posture d'accueil et la pédagogie, accompagner l'accès au droit en articulant ses actions avec les programmes et services publics, développer des partenariats et communiquer sur ses activités, sensibiliser à la cybermalveillance et à la gestion des données, la médiation numérique en Fab Lab ou tiers-lieu, sobriété numérique et numérique responsable. Et on a numérique et pouvoir d'agir, qui est en fait la refonte d'un module qu'on avait précédemment, et l'idée, c'est de pouvoir vraiment insister dans ce module sur comment est-ce que vous vous mettez en situation, les conseillers numériques se mettent en situation de vraiment en capacité les personnes qu'ils accompagnent. Animer un café IA qui existe depuis quelques mois et éducation aux médias et à l'information qui est aussi une nouveauté. Vous avez également les modules par typologie de public, donc sur l'illettrisme, les seniors, les TPE, PME et associations, la parentalité numérique, les personnes en situation de handicap et les réfugiés et demandeurs d'asile. L'ensemble de ces modules-là, ce sont des modules de 14 heures, ça n'a rien à bouger, hein, avec le premier jour en distanciel, le deuxième en présentiel, sauf exception, et les modules outils qui sont des modules de 7 heures entièrement en présentiel, qui sont soit sur Mon Espace Santé, soit sur Aidant Connect. Il s'agit, on l'a évoqué, mais de formation obligatoire. Donc, chaque conseiller numérique doit suivre un module par an, sauf la première année où il doit en suivre 2 pour compléter sa formation initiale. Et les inscriptions se font directement sur le site internet de la MENNUM. Vous avez un calendrier en ligne et donc il suffit au conseiller numérique de choisir la session qui l'intéresse et de remplir le formulaire d'inscription. Il sera ensuite recontacté par son organisme de formation. Et est-ce que alors là, il n'y a pas de grand changement, voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. La formation continue, donc, elle est organisée par la MENNUM. On est la coopérative nationale de l'inclusion numérique. Et donc, nous, on s'appuie sur nos sociétaires régionaux. Donc, un organisme de formation par région, à peu près. Et donc, vous avez les contacts ici de l'ensemble des organismes de formation qui sont mobilisés selon votre région. Et liste que vous pouvez évidemment retrouver sur la même page que celle où ont lieu les inscriptions des sessions. Un an après le lancement de ces modules, là, on a commencé en 2024 avec un lancement officiel à partir duquel les conseillers numériques pouvaient s'inscrire
à l'été dernier. On a déjà eu tout au long de cette année des retours de terrain, soit par vous, soit par les conseillers numériques, soit par les organismes de formation directement. On a en permanence essayé d'améliorer les process et puis les contenus pour que ce soit le plus fluide et le plus pertinent pour les conseillers numériques. Mais un an après, on a quand même voulu faire une consultation un peu plus formelle pour voir ce qui marchait bien et ce qui marchait un peu moins bien à l'échelle régionale. On s'est rendu compte qu'on avait une mobilisation assez inégale selon les régions et des retours aussi exprimés par les conseillers numériques assez différents, assez hétérogènes selon les régions. On a des régions où il y a eu beaucoup d'annulations de sessions, mais parce qu'il y en avait eu beaucoup de programmés. On a d'autres régions où les conseillers numériques ne sont pas forcément tous autant impliqués. Donc, on a voulu essayer de comprendre pourquoi et puis d'aller chercher les bonnes pratiques dans chaque région parce que les organismes de formation travaillent pas forcément tous pareil. Vous, au niveau coordination départementale, idem, cette dernière année a été une année de structuration pour la coordination, donc tous les territoires n'étaient pas aussi avancés les uns des autres. Donc cet été, on a mené des entretiens à l'échelle régionale. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment associer l'organisme de formation qui, lui, agit à l'échelle régionale, les coordinateurs de conseils numériques à l'échelle départementale, le hub, et puis nous, les équipes au niveau national, côté Banque des territoires et la NCT, pour affiner les constats qui nous remontaient du terrain pendant toute cette première année de déploiement, et puis surtout s'inspirer des bonnes pratiques qu'on a identifiées au niveau local pour continuer d'améliorer le dispositif et puis faire les modifications nécessaires là d'ici la fin de l'année 2025. Donc parmi les principaux enseignements que vous avez pu nous faire remonter au cours de cette consultation qui s'est déroulée cet été, globalement, vous nous dites que que le catalogue de formation est pertinent, mais qui peut encore être renforcé. On a des taux de satisfaction très corrects sur les contenus des formations et sur les thématiques qui sont proposées dans ce catalogue, avec quand même des taux de satisfaction qui peuvent varier selon les formateurs et les thématiques. Et c'est ça qu'on essaye d'ajuster au fil des sessions. Le format hybride aussi est globalement apprécié par les conseillers numériques, avec certains qui jugent nécessaire d'avoir du présentiel parce que ça favorise les échanges et la dynamique de groupe, et puis d'autres pour qui le distanciel est plus simple à gérer. D'autant plus depuis qu'on a revu le format en début d'année. Dans les limites sur ce catalogue, on a des modules qui sont parfois considérés comme trop génériques par les conseillers numériques qui sont expérimentés. L'expertise des formateurs aussi qui est parfois inégale, et puis les déséquilibres dans les calendriers de formation, avec dans certains territoires des thématiques qui sont surreprésentées, l'IA, la parentalité, la cybersécurité, au détriment de thématiques qui sont moins plébiscitées. Ça, c'est la surreprésentation de certaines thématiques avec des taux d'inscription beaucoup plus importants. On le retrouve quand même dans la plupart des régions. Il n'y avait pas tellement de déséquilibre entre les régions. Ça, sur les modules les plus plébiscités, c'est assez homogène. Ce que vous nous avez fait remonter aussi et qui est important, c'est une mobilisation inégale des conseillers numériques, liée à plusieurs raisons.
les conseillers numériques qui n'ont vraiment pas tous le même profil et qui, pour certains, certains n'ont pas besoin ou sont moins impliqués dans le dispositif d'animation nationale et sont moins intégrés dans le dispositif. On a aussi un sujet côté structure employeur qui soit méconnaît le fonctionnement de l'offre, soit préfère que ces conseillers numériques soient sur le terrain, soit à des contraintes logistiques assez fortes, avec des difficultés pour payer les coûts de déplacement, liés au fait que les lieux de formation sont parfois centrales, sont parfois loin pour les conseillers numériques qui sont dans des zones un peu plus reculées. Et puis aussi à l'actualité budgétaire, la forte incertitude sur les budgets conduit, on le voit, hein, ça conduit quand même à une certaine démobilisation de la part de structures et de la part des conseils numériques. Ce qui est remonté de manière aussi assez frappante dans ces consultations, c'est votre rôle côté préfecture et côté coordinateur dans le déploiement de la formation continue. Côté préfecture, vous avez vraiment un rôle, vous jouez déjà un rôle et c'est ce rôle-là sur lequel vous êtes attendu aussi de diffuser les informations et de rappeler les obligations de formation auprès des structures employeuses pour assurer leur mobilisation sur l'ensemble du territoire. Et puis, côté coordinateur, là aussi un rôle très important d'intermédiaire à la fois entre le pilotage national, les structures d'accueil, les conseils numériques et les organismes de formation. Diffuser aussi l'information et faciliter les inscriptions aux formations, remonter les besoins locaux vers les organismes de formation, suivre l'utilisation des crédits de formation par les conseillers numériques. Vous jouez aussi un rôle très important de relation, entre coordinateurs départementaux, notamment lorsque on peut mutualiser des sessions entre plusieurs départements, voire entre plusieurs régions. Et vous êtes tous un relais très important dans le déploiement de ces formations et même un facteur clé de réussite de ces formations. Et dans les bonnes pratiques qu'on a identifiées lors de ces entretiens, c'est là où on voit aussi le rôle que vous jouez dans la réussite de ces formations continues. Quand on dit bonne pratique, c'est en gros, il y avait 3 sujets. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire d'ailleurs au départ. L'objectif de la formation continue, là, c'est vraiment d'embarquer le plus possible de conseillers numériques pour qu'ils participent, pour qu'ils s'inscrivent à un des modules qui sont proposés dans le catalogue, de faire en sorte que la satisfaction des participants soit la plus élevée et que les sessions qui ont été annulées l'an dernier, on avait un nombre important d'annulations de sessions, que ce nombre d'annulations soit réduit au maximum. Et dans les bonnes pratiques qui permettent d'améliorer ces 3 points-là, il y a c'est là où vous jouez vraiment un rôle important, c'est le relais d'information par les coordinateurs. On voit que là où l'information circule de manière très fluide, que les besoins remontent bien et que les difficultés identifiées sont bien aussi remontées aux organismes de formation, c'est lorsque vous prenez en main ce sujet et que vous nous faites remonter ces sujets-là. La deuxième bonne pratique qu'on a identifiée, c'est aussi quand vous mutualisez vos bases de données pour vraiment bien suivre les parcours des conseillers numériques et faciliter la coordination. On a aussi observé pas mal de coordinateurs qui font des mises en relation collectives auprès des OPCO, notamment pour simplifier la prise en charge de certains frais.
Ce qui a bien marché aussi, c'est lorsque vous effectuez des sondages en amont des planifications de sessions pour voir les sessions qui sont les plus pertinentes pour les conseils numériques qui sont sur votre territoire et qui sont les plus adaptés à leurs besoins et au public qu'ils ont l'habitude d'accompagner. On a vu aussi l'intégration de certaines sessions de formation à des médiateurs hors du dispositif. Ça, c'est aussi un levier pour maintenir les formations. Et puis, il y a deux choses. Ça permet de ne pas annuler les sessions. Et puis, ça permet aussi de favoriser la coordination entre les conseils numériques qui sont dans le dispositif et puis les médiateurs hors du dispositif. Et puis, le fait effectivement que les coordinateurs se parlent entre eux pour que les sessions soient mutualisées au maximum pour les départements frontaliers, voire les régions frontalières. Vous nous avez aussi fait remonter des propositions pour améliorer le fonctionnement de ces sessions de formation continue qui vont dans le sens qui ne sont que la continuité des bonnes pratiques qu'on a vues aussi lors de ces entretiens. Des propositions pour remobiliser les conseillers numériques. Alors là, ça va être des propositions en matière de communication. L'idée, c'est de renforcer la communication et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et puis dans les prochains webinaires qu'on a organisés, d'avoir une diffusion vraiment homogène de l'information via nos différents canaux et que les modalités d'inscription à ces sessions et de fonctionnement du dispositif soient vraiment diffusées de manière homogène sur tout le territoire et au maximum pour qu'on n'ait plus l'écueil de conseils numériques ou de structures qui ne connaissent pas suffisamment le dispositif pour s'en emparer. Sur le sujet du suivi et de la coordination, où là c'est pour faciliter ce rôle de coordination à l'échelle départementale, votre besoin qui a été exprimé, c'est de vous donner un accès consolidé et simplifié aux indicateurs. On y reviendra après pour que vous puissiez suivre le plus facilement possible où en sont les conseillers numériques dans leurs inscriptions, quels crédits ils ont utilisés, quelles sont leurs dates de contrat de travail, à quel moment ils sont entrés en formation initiale. Ça, effectivement, il y a probablement quelque chose à retravailler ensemble pour que cette information soit la plus disponible pour vous et la plus à jour dans les bases de données auxquelles vous avez accès. Pour limiter cette fois les annulations, on vous avait proposé 3 pistes. Proposer des modules en distanciel pour ceux qui sont les moins demandés. Initialement, on avait volontairement organisé uniquement des modules à la fois hybrides en présentiel et en distanciel pour aussi faire de cette formation continue un levier d'interaction au niveau local pour que les conseillers numériques, que ce soit aussi un moyen pour eux de communiquer, de se retrouver et d'avoir un temps en commun. Mais pour ceux qui sont les moins demandés, on se dit que ça peut valoir le coup de les passer en distanciel pour pouvoir les mutualiser sur tout le territoire. L'idée, c'est aussi de favoriser au maximum l'ouverture de sessions à des médiateurs numériques hors dispositif. Ça, on va voir comment on peut faire. Et puis, vous demandiez aussi de clarifier les règles de financement, en tout cas les sources de financement possibles hors du dispositif. Donc, notamment via les OPCO et via l'OPCO Uniformation. Et enfin, sur la réponse à apporter aux conseillers numériques les plus expérimentés qui demandent des modules aussi avec un peu plus poussés en termes de contenu, vous nous suggériez de renforcer l'expertise des formateurs
et d'accompagner, de faire monter en gamme les modules les plus demandés, notamment ceux sur l'IA, la parentalité, la cybersécurité qu'on a déjà cité tout à l'heure. Voilà en termes d'enseignement qu'on peut tirer de ces entretiens. Je ne vois pas dans le chat, mais est-ce que ça répond à peu près? Est-ce qu'on traduit correctement ce que vous nous avez exprimé cet été? Est-ce que vous nous faites remonter régulièrement? Ou est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade? On a oublié des choses? Alors, il y a Vous eu pouvez aussi quelques... interagir avec les... Ah, il y a des mains levées. Vas-y, Charlotte. Pardon. Bonjour à tous. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à tout ce qui est financement, etc. Vous avez fait un petit kit com qu'on pourrait justement donner ou qu'on pourrait mettre à un endroit pour justement que les conseillers numériques qui se posent des questions différentes, justement, retrouvent les différentes réponses aux besoins et questions qui se posent sur différents thèmes. Alors, on a une FAQ qu'on essaye de mettre à jour le plus possible. Et puis, on est en train de réfléchir effectivement à la manière de communiquer un peu plus largement sur ces financements. On reviendra après. Il y a une dernière partie dans cette présentation, mais je laisserai la main à la MENUM sur le plan d'action qu'on vous propose pour tenir compte de vos propositions. Mais avant d'aller sur les propositions, je voulais être sûre qu'on partage tous les mêmes constats et que vous puissiez les compléter si vous en aviez. Mais je note la question. Merci. Il y avait quelques questions dans le chat, donc des questions sur les financements, notamment donc le fait que c'est possible d'accepter des externes, mais que ça n'est pas financé par le dispositif conseiller numérique, donc il faut que ça passe par le financement de leurs OPCO ou financement personnel de la structure, bien sûr. Et il y avait une question du coup qui revient un petit peu en arrière. J'ai plusieurs conseillers numériques qui n'ont jamais passé leur certification depuis 2022. Comment faire? Et un nouveau conseiller numérique vient d'être embauché hors subvention. Comment faire pour l'intégrer au dispositif et le former? Alors, pour le conseiller numérique ou les conseillers numériques qui n'ont pas passé leur examen alors qu'ils ont été formés en 2022, c'était ça la question. Il faut absolument que vous nous contactiez assez rapidement pour qu'on puisse regarder ce qui s'est passé et les intégrer aux sessions d'examen le plus rapidement possible. C'est que ces conseillers numériques-là sont passés à travers les mailles du FIDES qui arrivent. Je vous ai contacté il y a 1 an. On m'avait dit de voir avec mon hub et j'ai jamais eu de solution. Ok, vous êtes Barbara Bastelica. Vous êtes où? Vous êtes dans quel... En Corse. En Corse. Et c'est pour des CCP1. Exactement, mais qui J'imagine. ont été formés en même temps que moi en 2021-2022 et ils n'ont jamais pu passer le certif et du coup, il y en a certains qui voulaient passer le REMN qui n'ont pas pu et qui sont bloqués, quoi. Ok, est-ce que vous pouvez nous envoyer la liste? Oui. Tu peux mettre ton adresse dans le chat et... Ah, j'ai oublié la deuxième question entre-temps. Et j'ai un conseiller numérique là qui a été recruté, mais hors dispositif vu qu'il n'y a plus de subventions, etc. Et je voulais savoir comment faire pour qu'il puisse accéder à la formation et être intégré au réseau des conseillers numériques comme les autres, quoi, même s'il n'est pas subventionné, etc. Alors, pour les conditions de financement, c'est ce que Mélusine expliquait avant. Là, la formation ne sera pas prise en charge par l'État, mais il faut voir si via... je ne sais pas dans quelle structure il est, si c'est dans une structure publique ou pas. Si c'est dans une C'est dans structure une mairie. privée, dans une mairie. Là, il faut voir Félix. Je ne sais pas comment est-ce que... Alors pour le coup, c'est une question qu'on est en train de travailler avec toute l'équipe de Société Numérique, donc à savoir l'avenir du
du dispositif, en particulier pour les gens qui voudraient avoir ce qu'on appellerait un type de label conseiller numérique sans être dans le dispositif de financement. Pour l'instant, on n'y a pas répondu, hein, c'est des questions qui sont dures à démêler. Mais s'il est en mairie, je pense qu'il faut qu'il se rapproche de son CNFPT, de sa délégation locale, et que il arrive avec l'appui de son employeur à se faire financer à minima le CCP1, sachant que peu nombreux sont les OF qui proposent uniquement du CCP1. Mais voilà, donc à rentrer dans un plan de formation continue de carrière auprès de son CNFPT. Donc c'est pas évident, hein. Je pense que c'est vraiment Merci. en fonction de la motivation et des budgets que le CNFPT peut apporter. On va peut-être continuer de poser vos questions dans le chat et on va peut-être passer aux propositions. Merci beaucoup. Et je voudrais juste avoir le mail pour vous envoyer le listing des conseillers numériques. Ouais. Merci. Mélusine, on vous laisse la main. Oui, très bien. Donc, on a identifié un certain nombre d'actions pour continuer à faire progresser la formation continue. Alors, il y a des choses qu'on avait déjà commencé en réalité avant le rétex et qui avaient déjà commencé à faire leurs preuves, mais où on a bien identifié que c'était quelque chose qui fonctionnait. Parce qu'évidemment, dans le rétex, on a aussi évoqué des choses qui s'étaient passées en début de marché et qui avaient déjà été plus ou moins résolues. Donc, il y a tout ce qui permet de faciliter l'accès aux sessions et de maintenir le plus de sessions possible, donc pour éviter les annulations qui, évidemment, et c'est bien normal, découragent les conseillers numériques. Il y a le déploiement de sessions 100% distancielles sur les modules à faible demande, donc illettristes, handicap, réfugiés, demandeurs d'asile et TPE, PME, pour pouvoir garantir leur maintien. Et sachant que ces sessions 100% distancielles, on ne les a pas mises sur le site à disposition, on les a proposées directement aux personnes qui avaient essayé de s'inscrire à plusieurs reprises, qui ont eu des annulations et qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. On essaye vraiment de trouver l'équilibre entre proposer les formations à un maximum de personnes pour que chacun puisse accéder à ces thématiques, mais sans être dans la logique de, entre guillemets, vider toutes les sessions en présentiel, parce qu'en fait, on risque de se retrouver dans une situation où ça devient encore plus difficile d'organiser des sessions en présentiel. Donc pour l'instant, c'est le mode de fonctionnement qu'on a trouvé et qui nous paraissait être un bon compromis. Il y a donc favoriser l'accès aux sessions de formation à un public plus vaste. On en a parlé, donc la mobilisation de publics externes, mobiliser les coordinateurs, organismes de formation pour renforcer la participation et clarifier les modalités de recours au financement externe type OPCO pour soutenir l'organisation des sessions. Donc tu parlais d'un kit de com, Charlotte, ça fait partie des choses qu'on a évoquées effectivement. Il y a le volet évidemment extrêmement important de renforcer la qualité de la formation continue. Il y avait donc lancé un nouveau module de formation pour diversifier l'offre et répondre aux besoins émergents. Donc là, on est en train de définir actuellement quelle sera la thématique de ce dernier module de formation. Accompagner la montée en compétences des formateurs pour garantir la qualité pédagogique. Donc là encore une fois, pas mal des points d'alerte qu'on avait eus sur les formateurs étaient plutôt des points d'alerte de lancement de marché et où il y a eu quand même une nette amélioration par la suite, mais on continue évidemment les efforts avec des temps qui sont dédiés pour ces formateurs, avec évidemment dès qu'on a un point d'alerte sur un formateur ou sur une session, voir s'il y a des résultats qui ne sont pas bons sur la satisfaction, trouver des solutions pour que ça se passe mieux localement. Là, sur les sessions distancielles qu'on a organisées, évidemment, on positionne en priorité les formateurs qui ont le plus d'expérience sur le sujet. Encore une fois, quand on dit les formateurs expérimentés, ils sont tous expérimentés, bien sûr, mais il y a toujours un arbitrage parce qu'on veut. Notre souhait originel était évidemment d'avoir aussi des formateurs qui soient des formateurs locaux. Parce que c'est hyper important aussi d'avoir des personnes qui connaissent les relais autour de vous et qui puissent aussi vous orienter dans votre écosystème local. On trouvait que c'était intéressant, donc on essaye de jongler entre ces deux approches pour trouver des formateurs à la fois expérimentés sur les thématiques, mais qui connaissent quand même vos environnements, leurs spécificités, parce que c'est pas la même chose si on intervient évidemment à Paris ou dans l'Ardèche, enfin voilà. Et enfin, renforcer l'implication des coordinateurs dans les comités pédagogiques. Pour les coordinateurs, vous le saviez normalement déjà, mais donc on a des comités pédagogiques trimestriels où on passe en revue
tous les retours des formateurs, des conseillers numériques pour identifier les points d'amélioration des modules. Et ça nous a amené à faire déjà pas mal de modifications hein, depuis le début et on le poursuit. Et depuis, je crois, 2, 3 comités, on a désormais des coordinateurs qui viennent et c'est toujours extrêmement enrichissant d'avoir vos regards là-dedans. Je m'interromps 2 secondes, parce que je vois qu'il y a une main levée. Lucas, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Je me pose la question parce que je vois bien que l'idée est effectivement d'accentuer déjà dans un premier temps le distanciel, mais surtout un peu aussi d'ouvrir le dispositif. Alors, j'ai bien compris qu'à Société Numérique, pour la NCT, la réflexion était en cours, mais j'ai la casquette aussi de France Numérique Ensemble. Et en fait, là, avant la fin de l'année, on est censé donc faire les formations pour Aidant Connect et Aidant Numérique dans nos départements. Donc pour ça, on travaille, nous, avec le coordinateur des conseillers numériques. Est-ce que, justement, il est prévu, donc, entre conseillers numériques et France Numérique Ensemble, justement, un rapprochement, justement, peut-être pour uniformiser les formations, vraiment, parce que ça reste le même type de socle, mais enfin, la formation vraiment de conseillers numériques est quand même plus conséquente que celle dont je parle pour France Numérique Ensemble. Mais est-ce qu'il est prévu à terme, justement, un rapprochement vraiment beaucoup plus conséquent au fur et à mesure? Alors, donc il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que c'est un élément technique. Les marchés de formation conseillers numériques sont des marchés nationaux qui sont gérés par la BDT et qui sont des marchés nationaux qui visent à en priorité faire passer le CCP1, qui est un bloc d'un titre pro de médiateur numérique. Les marchés FNE sont des marchés départementaux, donc c'est les récipiendaires qui contractualisent avec un OF. Donc on n'a pas la main sur ces marchés, c'est pas nous qui gérons, hein, c'est les gouvernances avec l'accord du récipiendaire qui s'adressent à une autre catégorie d'acteurs de l'inclusion numérique que nous on essaie de périmétrer comme étant les aidants numériques. Donc pour nous c'est vraiment 2 métiers différents. Donc à terme, non, il n'y aura pas de rapprochement. En fait, nous, on copilote avec la BDT ce marché public à destination des conseillers numériques, mais les marchés de formation FNE, donc qui portent sur Aidant Connect et Aidant Numérique, on n'a pas vraiment la main dessus. On les subventionne, mais c'est pas à nous de gérer. Ils n'ont pas du tout le même objectif, et pour l'instant, c'est pas du tout prévu de s'appuyer sur les gouvernances FNE ou à minima l'échelle départementale pour prendre le relais sur la formation des conseillers numériques. Parce que les marchés publics tournent jusqu'en 2027 dans tous les cas, donc on n'en aura pas besoin a fortiori. Merci beaucoup, monsieur Rius. Est-ce que c'est clair pour vous? Merci beaucoup de ces éléments de réponse. De rien. Merci beaucoup. Il y a donc aussi comme sujet donc, la consolidation du suivi de la formation. Donc, il y a des mises à jour qui ont déjà été faites sur la plateforme de suivi des formations pour faciliter l'accès aux coordinateurs, pour justement permettre un meilleur suivi de qui a été formé ou pas. Je crois que j'ai vu passer, je n'ai pas encore eu le temps de lire toutes les questions comme je suis en train de parler, mais une question sur le sujet. Donc, c'est un tableau de bord auquel les coordinateurs ont accès ou auront accès très bientôt, ce qui permettra d'avoir notamment les dates de contrat, de formation initiale, combien de sessions ils ont suivies par les différentes personnes. Et donc, je pense que les coordinateurs pourront être des super relais pour ça, et que ça vous aidera beaucoup. En tout cas, c'était vraiment une demande qui venait de ce côté-là. Et l'intégration des données de formation continue à la coop de la médiation numérique pour centraliser les informations et faciliter le pilotage. Donc ça, c'est un peu plus long terme, mais c'est en cours aussi. Et enfin, pour valoriser le dispositif, renforcer la communication, il y a l'organisation de webinaires thématiques à l'automne qui permettront de repartager le retour d'expérience des stagiaires et de transmettre les bonnes pratiques.
l'amélioration des supports de communication existants pour mieux informer et engager les acteurs. Donc ça va aussi avec le point suivant, hein, de transmettre des éléments de langage et de support aux coordinateurs et préfectures pour harmoniser les messages. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire de quoi vous avez besoin, quel format il vous faut, est-ce que c'est des choses qu'il faut imprimer, est-ce que c'est des choses que vous voulez envoyer par mail, enfin savoir un peu quels sont vos canaux, vos fonctionnements, nous dire s'il y a des choses qui manquent, c'est hyper utile pour nous. Et enfin, le dernier point, Sacha, tu l'évoquais déjà tout à l'heure, mais renforcer le rôle des préfectures dans la diffusion des informations et le rappel des obligations de formation pour assurer une mobilisation efficace. Parce qu'il est sorti que selon les régions, les départements, il y avait des fonctionnements extrêmement différents et que ceux où ça fonctionnait le mieux, évidemment, c'est ceux où les préfectures sont engagées sur le sujet et parce qu'elles ont vraiment un rôle essentiel là-dessus. Et je peux peut-être enchaîner, si vous voulez, avec quelques questions que j'ai vues passer Et c'est le plan d'action, je pense. dans le chat. Il y a une question pour les médiateurs, vous leur faire la formation qu'il a fait hier. On a dit au dernier webinaire qu'il y aurait des nouveaux financements de Microsoft. Oui, effectivement, ça va arriver et il y aura très bientôt des communications dédiées. Alors, c'est indépendant, hein, du dispositif conseiller numérique, mais la MENU va bientôt communiquer là-dessus via LinkedIn, newsletter et tout ça. Vous aurez des informations, mais ce sera pour des sessions à partir du mois d'octobre, donc très bientôt, qu'on pourra avoir des sessions comme ça. Il y a une question qui n'est pas pour moi, je crois, qui est est-ce qu'on a... Ah non, pardon, ça a déjà été répondu par Dieudonné. Excusez-moi, sur le lancement des formations CCP1. Il y a une main levée aussi. Ah oui, pardon. Oui, Carole. Oui, bonjour, merci. Moi, j'ai des remarques qui reviennent à chaque fois sur le contenu du module. Alors, je m'excuse d'avance si vous avez déjà répondu à la question parce que j'ai été interrompue, mais il y a des sessions, il y a des temps qui posent problème lors de ces modules et qui cassent un peu la dynamique, notamment la session média-analyse, les quiz, tout ce qui est ce genre de temps. Alors, les documents sont très intéressants, hein, mais ça alourdit vraiment le déroulé de la journée. Et en général, on n'a pas des bons retours sur ces temps-là. Je me demandais si s'il était question de repenser le contenu. Alors, comme on disait, les contenus ils sont revus assez régulièrement au cours de ces fameux comités pédagogiques. Et il y a des choses qu'on a déjà beaucoup revues dans l'organisation générale, notamment sur le synchrone asynchrone de la première journée où ça a été réorganisé de manière plus fluide. Et effectivement, il y a eu du retravail aussi sur certaines, alors qui sont en cours d'intégration, hein, mais sur certains formats aussi, notamment sur les brise-glaces ou des choses comme ça qui ont été un peu refondus et qu'on modifie. Alors, en fait, en comité pédagogique, souvent, on fait un focus sur un module et après, on aborde aussi des sujets transverses. Donc, après, selon les trimestres, on adapte plutôt module par module ou plutôt sur l'ensemble. Mais en tout cas, oui, il y a des modifications qui continuent à se faire, notamment sur ces sujets-là qui ont bien été identifiés sur les quiz. Les quiz ont été raccourcis déjà dans pas mal de modules, par exemple. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Et j'ai vu que tu posais aussi la question sur est-ce qu'il est possible de participer au comité pédagogique. Et oui, on vous envoie systématiquement un message sur le Mattermost conseiller numérique, par exemple, pour vous proposer de participer. Mais là, le dernier a eu lieu il n'y a pas très longtemps, donc ce n'est pas tout de suite le prochain. Et deuxième petite question, merci Mivine. Donc nous, on n'a pas de formateur dans les Alpes-Maritimes, et donc c'est le formateur qui est situé dans un autre département. Et bon, comme d'autres formateurs en France, ils n'ont pas forcément des formateurs spécialisés en tout. Donc, on est obligé de batailler avec l'aide du Hub, que je remercie pour son aide, mais pour avoir des formateurs spécialisés dans le domaine en question, ce qui nous a très bien réussi jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que ça demande une petite logistique, etc. Donc, c'est une exception qu'on demande à chaque fois. Et est-ce qu'on peut pérenniser ce système? Est-ce qu'on a le droit de faire appel à un formateur, du moins qui sont labellisés? Enfin, je ne sais pas comment ça. Pardon, le nom m'échappe, mais voilà. Quand on n'a pas de formateur dans notre département, est-ce qu'on peut valider le fait de faire appel à un autre formateur que celui qui normalement dévolue à notre département? Si l'organisme de formation n'a pas de problème avec ça et que nous, on valide le profil, parce qu'il y a forcément un système de validation de notre côté au national pour s'assurer qu'on a bien les prérequis qu'on a en termes de groupement qu'on s'est tous fixés comme règle, mais sinon, oui, il n'y a pas de problème majeur là-dessus. Ouais, et enfin, encore mieux que pas de problème, si je peux dire.
C'est que si, dans cette logique de coordination des CONUM à votre échelle, vous avez un peu un plan de formation thématique annuelle, que vous avez trouvé un formateur qui est particulièrement compétent, vous arrivez à vraiment lancer une dynamique avec une vingtaine ou une quinzaine de CONUM pour une session de formation, ça va tout à fait dans le sens des préconisations enfin, qui ressortent justement de ces rendez-vous qu'on a eu cet été. Et donc, ce serait ce type de module construit depuis, comment dire, de zéro, entre guillemets, ça viendrait en plus du quota ou il faut que ce soit contenu dans le quota de formation optionnelle? À voir avec Mélusine, mais je pense qu'il faudra quand même plutôt se calquer sur une des 17 thématiques, quitte à l'adapter quand même à ce qui est voulu par le formateur. D'accord, mais je veux dire, Mais- si un conseil numérique a fait son quota, je veux dire, de 1 plus café numérique, est-ce qu'on pourrait il pourrait bénéficier de ce type de module construit de A à Z? Un troisième financement? Oui, par exemple, Non, oui, je pense que c'est vraiment pas prévu comme ça. ça rentre dans le quota. Ok. Ouais, parce que c'était vraiment un effort financier supplémentaire pour Café IA. Je Ok. crois qu'il n'y aura pas, surtout en ce moment, d'efforts financiers, sauf exception avec un grand projet un peu national comme il y a eu pour Café IA, mais c'est très très peu probable. Par exemple, on pourrait imaginer un thème sur. J'ai beaucoup de questions qui ressortent sur la gestion des ordis, vous savez, qui sont qui sont obsolètes avec la mise à jour de Windows 10. Si Oui. on arrive à construire un module spécifique là-dessus, ce serait possible, quoi. Enfin, si, ce serait plus. Vous m'entendez? Oui, il faudrait que ça rentre Ok. dans une thématique de formation qui existe Ok. déjà, à peu près, quoi. Sachant que moi, à titre personnel, sur ces questions-là, c'est très intéressant, c'est la médiation numérique qui est très précieuse pour prendre le relais justement sur ce genre de questions, mais que je ne pense pas que ça soit adapté à un cycle de formation spécifique. Je pense que de l'outillage, ça devrait être suffisant pour répondre à ça. Mais ça, c'est du détail. C'est du détail. Ouais. Ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions sur le plan d'action ou même sur l'ensemble de ce qu'on a évoqué aujourd'hui? Oui, notamment sur le fonctionnement, pardon, les côtés préfecture, si vous avez des questions sur ce qu'on a dit au départ, des choses qui sont pas claires pour vous, qui le sont peut-être plus pour les coordinateurs qui ont plus l'habitude, n'hésitez pas. Je ne sais plus s'il y a un mail. Il me semblait que oui, ouais, il est toujours actif. Je vais le mettre dans le. Et aussi, si vous identifiez des choses qu'on n'a pas dites, des besoins que vous avez, qu'on n'a pas mentionnés, n'hésitez pas à nous le signaler. Ah. Nathalie André, vous aviez une question? Non, j'avais plusieurs remarques. C'est qu'en fait, c'était compliqué pour se connecter à la visio, donc je viens juste de vous rejoindre. Et moi, mon coordinateur départemental, il n'a pas reçu l'invitation. Ah, vous êtes dans quel département? Dans les Ardennes. Je Les suis à la Ardennes. préfecture. Ok. Donc, je lui ai fait suivre la mail. Et là, je lui ai appelé pour lui dire comment j'avais fait, en fait. Et en fait, on a été plusieurs à ne pas recevoir l'invitation, hein. Là, on l'a su parce qu'il y avait on a échangé par message sur notre WhatsApp, mais moi non plus, j'avais pas reçu l'invitation. Et moi, je l'ai reçu, mais j'ai reçu une annulation, moi. Quelqu'un a dû Oui, l'annuler voilà. par mégarde. On a reçu une annulation. On avait reçu une annulation de la semaine dernière, de mardi dernier, mais on n'a pas reçu de nouvelle invitation. D'accord. Je pense que le document sera, le webinaire sera disponible à l'issue. C'est ça. Ondine, côté Mennum, vous savez pourquoi? Oui, alors il n'y avait pas d'invitation comme. Bonjour à tous pour ceux qui n'avaient pas vu.
il n'y a pas eu d'invitation nominative comme il y a pour les réunions mensuelles et les réunions support. C'était le même dispositif que pour les webinaires. Donc, vous avez reçu normalement un email pour vous présenter ça. C'était aussi dans la newsletter Coordo. Et il y a eu pas mal de rappels aussi sur Mattermost pour vous rappeler la tenue de cette visio. Mais comme c'était sous forme de webinaire, on ne pouvait pas vous inviter directement dans la vidéo. Je croyais que Mattermost, ça ne marchait plus. Ça avait été un peu abandonné. C'est ce qu'on nous avait dit en visio FNE question-réponse. Parce qu'en fait, t'es pas très actif. Avec les coordinateurs, on fonctionne beaucoup via Mattermost. Donc, du coup, dans le cadre du coportage FNE, en effet, on n'a pas de canal, mais sur la partie et pour l'animation de la communauté des coordinateurs, on passe bien toutes les informations sur le Mattermost. D'accord. Le support sera disponible? Oui, tout à fait. On vous enverra à tous le support et le replay que vous ayez accès à toutes les informations. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a une autre main levée d'une préfecture. Je ne vois pas le titre en entier. Haute-Garonne, je crois. C'est peut-être moi, mais je n'entends pas de son. Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Ah, excusez-moi. Je vous disais que préfecture de la Haute-Garonne, j'étais ravie d'assister à ce webinaire pour la première fois parce que moi, je souhaiterais vous restituer dans le cadre des pistes d'amélioration que vous envisagez la difficulté des préfectures de suivre le dispositif des conseillers numériques, hein, et notamment par rapport à l'outil de pilotage national dont on s'aperçoit qu'il est très fortement soit incomplet, soit non mis à jour, soit non renseigné. Et en fait, on a dans le pilotage de ce dispositif toute la difficulté du monde à avoir une cartographie déjà des conseillers numériques en poste sur le territoire à un instant T. On a aussi beaucoup de difficultés à avoir des informations sur les conventions, les financements. Dans le cadre des pistes d'amélioration que vous envisagez, je crois qu'il serait vraiment nécessaire d'avoir une réflexion sur les outils de pilotage. Alors, les outils de pilotage qui permettent d'avoir ces informations, des informations fiables à l'instant en temps réel, au regard notamment aussi de ce que sont les politiques prioritaires du gouvernement qui sont dans l'outil pilote et qui sont un des outils de suivi des politiques prioritaires du gouvernement que doivent remplir les préfets de département. Je peux apporter un élément de réponse, notamment concernant Pilote. Si vous vous reconnectez à Pilote, là, on a fait le test tout à l'heure, hein, la politique d'inclusion numérique a été retirée des PPG. Du coup, la question ne se pose plus. Concernant le listing stabilisé des conum, je vais peut-être laisser la BDT répondre parce que moi, je m'occupe peu de ces questions-là. Si vous avez des éléments. Ouais, donc pour les conum, donc c'est les préfectures, vous souhaitiez avoir plus d'informations sur le suivi des conseils numériques. C'est bien ça, j'ai bien compris la question.
On souhaite avoir, c'est pas plus, on souhaite avoir, parce qu'aujourd'hui, pour avoir le suivi des financements des conseillers numériques, on est obligé de se rapprocher du niveau régional qui nous font des extraits, enfin qui nous donnent des informations au fur et à mesure, et ce qui ne permet pas à un moment T, et notamment quand nous, on a un sous-préfet, c'est le sous-préfet à la ruralité qui est en charge de du pilotage de cette politique, et c'est vraiment très laborieux d'avoir les informations sur quels sont les conseillers numériques sur le territoire, quels sont ceux qui sont en poste, à quelle hauteur ils sont financés, depuis combien de temps ils sont. Donc à chaque fois, il faut revenir, il faut faire un travail de recensement, de re-aller vers les structures pour savoir qui est en poste, qui ne l'est plus, à quelle date s'achèvent les financements. Voilà, c'est vraiment très, très laborieux. Oui. Alors effectivement, donc les préfectures, il y a beaucoup de préfectures qui nous contactent justement pour avoir ces listings, pour savoir où en sont les situations des différents conseils numériques sur le terrain. Donc le mieux, pour le moment, après on va y réfléchir avec l'ANCT pour vous envoyer, pour vous mettre à disposition des informations à jour que vous pourriez consulter à votre guise. Mais jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de vous partager ces informations-là et de les consolider pour vous permettre le suivi des conseils numériques, nous vous invitons à nous adresser un mail via la messagerie, enfin l'adresse générique du dispositif. Le mail qui est adressé à cette adresse mail nous est ensuite transmis à la Banque des Territoires et on répond donc au cas par cas aux préfectures qui nous sollicitent. Oui, je vous remercie. Chaque fois qu'on a sollicité la Banque des Territoires, on a eu ces informations. Ce que je souhaite porter à votre attention, c'est que dans le cadre des améliorations dont vous faites part et d'un appui renforcé des préfectures, ce qu'on sollicite aussi de votre part, c'est d'avoir des informations qui soient consultables en temps réel. Vous sollicitez pour avoir une cartographie à un instant T des conseillers numériques. Certes, vous y répondez favorablement, etc. Voilà, c'est pas dans l'heure qui suit. Or, quelquefois, c'est bien les commandes qu'on a. C'est dans l'heure qui suit, savoir quels sont les conseillers numériques en poste sur les territoires, quel est leur niveau de financement, à quel stade de conventionnement ils en sont. C'est un appui qu'on peut difficilement vous apporter si on n'a pas un outil de pilotage qui nous permet d'avoir une vision des conseillers numériques en poste en temps réel. Très bien. Et du coup, sur votre accès au tableau de pilotage, vous n'avez pas suffisamment d'informations ou Le tableau de elle n'est pas pilotage assez tel qu'il fiable? existe aujourd'hui, il n'est pas à jour, concrètement, très Il n'est pas clairement. suffisamment à jour. Non, c'est pas qu'il n'est pas suffisamment à jour, il n'est pas à jour. Non, alors sur ce point, en fait, c'est parce que les informations qui sont renseignées sur le tableau de pilotage sont renseignées directement par les structures d'accueil. Et nous aussi, on a ce problème côté Banque des Territoires au niveau de l'instruction pour justement obtenir les bonnes informations des structures qui ne répondent pas toujours à nos mails. Donc, on a des informations à la Banque des Territoires qui peuvent compléter le tableau de pilotage, mais cette information sera toujours limitée, malheureusement. Ouais. Et notamment, nous, en fait, on souhaitait aussi se reposer sur les préfectures qui ont accès aux listes des structures qui sont validées en comité de sélection et qui sont membres du dispositif pour justement relancer, si vous voyez qu'il y a un défaut sur le tableau de pilotage, voilà, leur rappeler les obligations de RH, quoi, sur les conseils numériques. Mais en tout cas, on a bien le point, on va y réfléchir avec l'ANCT pour vous mettre à disposition un tableau plus à jour, complet, consolidé, que vous pourriez consulter en temps réel, comme vous le dites. Ouais, et comme disait Alexis, hein, il s'agit bien aussi d'un défaut de mise à jour des informations de la part des structures employeuses qui ne rendent pas les contrats, qui ne rendent pas les décisions de fin de contrat, qui ne rendent pas les décisions de fin de conventionnement et qui du coup imposent une vision pas à jour de certaines données du tableau de pilotage. Nathalie André de la préfecture des Ardennes. Justement, nous, demain, on organise une réunion
pour les modalités de travail avec notre coordinateur et faire le point sur France Numérique ensemble. Et par contre, alors, les préfectures, le programme Société numérique a créé une nouvelle plateforme en inclusion numérique qui n'était accessible que aux préfectures pour l'instant, et qui devrait l'être aux coporteurs avant la fin de l'année. Et là, vous avez quand même une liste qui, moi, m'a l'air à jour. J'ai fait le recensement des communes qui étaient en activité encore avec, si je pouvais, la fin de leur convention ou de leur contrat de travail. Mais c'est vrai que bon, on s'entend bien, nous, avec notre coordinateur départemental. Mais voilà, il faut qu'on mette en place des échanges plus réguliers, une visio tous les 15 jours, ou des choses comme ça, quoi, en fait. Pour mieux suivre son travail et éventuellement les difficultés qu'il pourrait avoir. Oui. Et non, mais c'est vrai que ce travail de remontée, c'est-à-dire quels sont les conseillers en poste sur le tableau de pilotage, notamment à l'inverse des conseillers numériques qui remontent alors qu'ils ne le sont plus. Donc effectivement, comme l'indique Carole, nous aussi, c'est un facteur de réussite, notamment pour la formation continue et pour le suivi global du déploiement du dispositif, c'est la mise en commun de tableaux de bases de données entre coordinateurs, préfectures, organismes de formation, tous les acteurs qui ont un accès plus simple aux structures d'accueil, celles qui ne remplissent pas le tableau de pilotage. Donc, voilà, il existe ces bases de données. Il y a aussi peut-être un travail à faire. Donc, nous, on peut vous donner des informations, mais comme je l'évoquais, elles sont toujours limitées. Donc, il y a sûrement aussi un travail de coordination territoriale entre les préfectures, avec la BDT, mais également avec les coordinateurs pour justement mettre à jour des bases de données qui sont consolidées. Oui. Oui, puis le problème, c'est qu'on travaille tous un peu avec des plateformes qui ne sont pas partagées. Là, je parlais de mon inclusion numérique. Pour l'instant, il n'y a que les préfectures qui ont accès. Par exemple, les coordinateurs ou les communes ont accès à la COP, alors que nous, on n'a pas accès, quoi, en fait. Donc, je pense qu'il y a des fois voilà, chacun travaille sur son outil. Il n'y a pas de recoupement qui sont faits, en fait. D'accord, oui, ok. Donc peut-être oui, il y a un travail à faire sur ce sujet-là. Juste pour information, les données de l'espace coop remontent sur le tableau de pilotage, notamment en ce qui concerne les dates de contrat de travail, entrée en formation ou les accompagnements, voilà, ce que renseignent les conseillers numériques dans leur compte-rendu d'activité. Mais très bien, on prend le point en tout cas. Et c'est une autre base de réflexion qu'on va devoir avoir avec tous les acteurs, coordinateurs, Banque des territoires et NCT. Je vois que le temps file. Je propose de prendre encore 2 questions. Alors, Virginie, je crois que vous étiez, Madame Guérin, vous étiez la prochaine sur la liste. Non, c'est pas une question, c'est vraiment pour confirmer tout ce qui vient de se dire au niveau des préfectures. Et selon l'organisation des préfectures, pour ce qui concerne, par exemple, le service dont je suis la responsable, on n'avait pas de ressources particulièrement dédiées, de personnes particulièrement dédiées au suivi des dispositifs liés à l'inclusion numérique. On est vraiment en train de se réorganiser et on va faire en sorte que mon adjoint ou mon adjointe en cours de recrutement s'investisse encore plus que ce que c'était sur le dispositif, d'autant qu'on ne va plus avoir de coordination à compter du 1er octobre. Et je suis totalement d'accord à 200% avec ce qui vient d'être dit. Tant la multiplication des plateformes sur lesquelles on va aller chercher les informations qui est pour nous énergivore, et comme on n'y va pas tous les jours, à chaque fois, il faut qu'on recherche le lien, il faut qu'on recherche le mot de passe, il faut qu'on se réapproprie le contenu. Et tant par rapport à ce que disait ma collègue de Haute-Garonne, nous, on a des demandes, c'est surtout quand il y a des fins de contrat et que les contrats ne sont pas renouvelés.
derrière, il y a du politique. Il y a du politique et il y a du maillage territorial. Il faut qu'on aille chercher le pourquoi du comment. Il faut qu'on se dise, est-ce que le contrat est en cours et qu'on peut encore aller chercher le financement pour le réaffecter dans un autre conseil. Enfin, c'est une gymnastique et on n'a pas les éléments à l'instant T. Et merci beaucoup pour vos réponses, que ce soit NCT ou manque de territoire. Vraiment, merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on serait moins dépendant par rapport à toutes ces questions. On aurait directement l'information. Ça serait moins énergivore et moins stressant. Et peut-être qu'au niveau du suivi du dispositif, ça serait plus facile pour nous. Voilà. Mais merci en tout cas. Merci à vous. Alors, peut-être une dernière question, dont je ne vois pas le nom complet, ça commence par Ami sur notre écran. M'excusez de ne pas avoir le nom et le prénom. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis Amina Bakar, la nouvelle coordinatrice des conseils numériques sur Paris. J'ai mis une question dans le chat et je n'ai pas le sentiment d'avoir eu une réponse, excusez-moi, donc je voulais quand même avoir cette information avant qu'on clôture ce webinaire. On a été relancé sur l'état des formations obligatoires, s'il y avait un outil de suivi pour qu'on puisse effectivement en faire état auprès des conseils numériques, vu qu'il y a quand même un turnover et qu'on doit effectivement s'assurer à chaque fois que les formations ou les modules obligatoires ont été suivis. Est-ce qu'on a accès à quelque chose qui nous permettrait de soit nous-mêmes de rentrer les données, soit effectivement d'être nourris de l'état de ces formations suivies? Merci. Donc, pour nourrir le tableau vous-même ou juste pour avoir accès Alors, vu que je viens juste d'arriver, j'ai commencé mon poste au 1er septembre. Pour le nourrir, il faut déjà savoir un petit peu où ça en est. Et effectivement, après, à partir de là, on est en train de faire la cartographie sur la ville de Paris. Et effectivement, il y aura des échanges itératifs avec les structures. Et elles aussi sont demandeuses de savoir ce que nous, on a aussi en ressources à ce sujet. D'accord. Deux choses. Déjà, nous, on travaille côté Banque des Territoires et aussi en lien avec la NCT sur le partage aux coordinateurs et organismes de formation d'une base de données avec les informations du tableau de pilotage et des bases de données qu'on a côté Banque des Territoires et qui nous sont nécessaires pour l'instruction. Donc ça, c'est une première chose pour pouvoir identifier les conseillers que nous, on sait qu'ils sont en poste et que les postes sont pourvus. Deuxième chose, les coordinateurs ont accès à une plateforme, c'est sur RTBall, où ils peuvent consulter dans leur région l'ensemble des inscriptions des conseillers numériques à un module thématique. On l'évoquait tout à l'heure, ce tableau, il est en cours de restructuration et on vous proposera très prochainement une lecture par conseiller numérique. Ce sera plus seulement une liste de conseillers numériques inscrits, mais une lecture par conseiller numérique qui permettra de voir où il en est dans sa formation, combien de thématiques il a suivi, à combien de thématiques il s'est inscrit, combien d'inscriptions ont dû être annulées à cause de l'annulation justement des sessions à cause d'un manque de participants. Et on intégrera dans cette base, on l'évoquait également, des informations nécessaires au suivi, donc date de fin de contrat de travail et date d'entrée en formation initiale, puisque en fonction d'où en est le conseil numérique, il devra suivre un ou deux modules. Voilà, donc ça, c'est un travail en cours, mais vous avez déjà accès, les coordinateurs, à une base des inscriptions dans votre région. Et pour le moment, si vous n'avez pas le lien, on vous communiquera dans le compte-rendu ou peut-être si vous l'avez sous le coup de la Mednum directement dans le chat. Bien, j'espère avoir répondu à vos questions. Oui, c'était très clair. Du coup, je vais voir pour me rapprocher pour avoir le lien s'il n'est pas dans le compte-rendu. Oui, très bien, je vais, OK. Merci bien. Écoutez, je crois, alors je vois deux mains levées, mais je crois que ce sont sur d'anciennes questions. Il me semble qu'il y avait une question de la Haute-Garonne, peut-être. Ouais, okay. Ça a déjà été posé, peut-être, je ne sais pas. Non, je vois pas de réaction. Pour Madame Guérin, effectivement, du coup, on va penser à ouvrir ce tableau Airtable au département non coordonné, que vous puissiez participer au suivi des inscriptions de formation continue. Je me le note, hein, on n'oubliera pas. Oui. Écoutez, je vous propose, on a déjà largement dépassé le temps réglementaire. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et pour l'ensemble de vos contributions cet été. Vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas, on vous tiendra informé bien sûr, notamment les coordinateurs lors de nos réunions mensuelles de l'avancée des chantiers qu'on vous a listés.
N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos adresses mail, côté Banque des Territoires, MEDNUM et ANCT. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée et voilà, on vous tiendra informé de l'évolution des chantiers. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci.